Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session sur les communications libres du congrès Spot Pharma édition numéro 5. Donc, nous avons eu le plaisir de recevoir cette année différentes communications qui ont été retenues pour être présentées aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de promouvoir les différentes expérimentations, les initiatives qui sont prises dans vos régions respectives, hein, dans vos sociétés éventuellement, dans vos officines, pour évidemment en parler et les faire connaître auprès de l'ensemble des pharmaciens. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir trois pharmaciens qui vont présenter leurs travaux, qui sont très différents, on va le voir, hein, mais tous les trois passionnants. Donc, on va écouter successivement les trois présentations hein, qui vont se succéder et ensuite, on va pouvoir, vous allez pouvoir poser des questions, on va pouvoir réfléchir ensemble à ces projets, on va pouvoir essayer d'aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Les présentations sont volontairement assez courtes hein, pour être assez synthétiques. Vous pourrez ensuite poser des questions et à l'issue de cette présentation, de ces trois présentations différentes, des questions qui seront posées, des réponses apportées par les trois présentateurs. Vous pourrez ensuite voter en ligne directement pour celle que vous aurez préférée parmi les trois. On sait que les trois seront formidables et très intéressantes, mais il faudra en choisir une par la suite. Et le gagnant parmi les trois pourra publier ses résultats dans notre revue partenaire Actualité pharmaceutique, hein, qui est éditée chez Elsevier Masson, et le gagnant remportera également 1 an d'abonnement à l'édition numérique à la revue Actualité pharmaceutique, hein, que l'on remercie au passage pour cette offre de récompense. Je vous propose qu'on commence donc par la première présentation, alors, qui va s'intéresser au bilan partagé de médications hein, qui sont désormais possibles dans les pharmacies officines depuis quelques années maintenant, et par une étude donc, qui va être présentée par Gersande Faton, qui est pharmacienne de formation, et d'ailleurs, elle a fait ses études de pharmacie à Angers, et on ne peut que la féliciter pour cela, qui donc désormais travaille à la société Observia, qui dirige des opérations et qui a participer à développer un outil pour mener ces bilans partagés de médications. Et elle va nous montrer qu'une étude qui a été conduite grâce à cet outil a permis finalement de montrer que les bilans partagés de médications permettent d'améliorer l'observance hein, d'environ 20% avec le support de la plateforme. Et donc, je vous propose qu'on écoute Gersante pour commencer et ensuite, on pourra on pourra ensuite poser des questions à la suite des différentes présentations. Donc, Gersande, on vous écoute. Bonjour à tous, je suis Gersande Faton, pharmacien et directrice des opérations France chez Observia. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats de la première étude rétrospective faite sur le bilan partagé de médications en officine grâce à une plateforme qui a permis le recueil de ces données et qui accompagne quotidiennement le pharmacien dans ses nouvelles missions. Depuis 2013, l'assurance maladie propose aux pharmaciens d'officine des nouvelles missions rémunérées et la mise en place d'entretiens pharmaceutiques. Les patients qui peuvent bénéficier de cela sont les patients sous antivitamine K, sous corticoïdes inhalés, sous anticoagulants oraux, sous anticancéreux oraux et depuis 2018, grâce au bilan partagé de médications, les patients âgés polymédiqués. L'objectif de ces bilans partagés de médications est de réduire le risque iatrogénique et favoriser la bonne observance grâce à une revue de l'ordonnance par le pharmacien et, si besoin, une recommandation sur une modification de la prescription auprès du médecin. Alors, sommes-nous les pionniers de cet accompagnement? Eh bien, pas du tout. Nous pouvons même affirmer être en retard par rapport à d'autres pays, comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie, le Canada ou encore la Suisse. Une méta-analyse de 21 études observationnelles à travers plusieurs pays et interrogeant 46 847 participants a démontré l'impact de cette prise en charge sur la bonne adhésion aux médicaments et pouvait réduire apparemment de moitié le taux de mortalité des patients.
Alors, très peu d'études sur les sujets ont été faites en France. C'est pourquoi Observia, avec le soutien institutionnel de Sandoz, a réalisé la première enquête sur l'impact des bilans partagés de médication via la plateforme Observia. La plateforme Observia permet aux pharmaciens d'officine et leur équipe de suivre les patients via les entretiens pharmaceutiques en reprenant les questionnaires de l'assurance maladie de manière un peu plus ludique et dynamique. Grâce à l'outil intégré Vidal, dans la plateforme Observia, le pharmacien gagne du temps pour effectuer l'analyse des bilans de médication. Entre juillet 2018 et mai 2019, l'étude a eu lieu, l'étude rétrospective a eu lieu, et c'est plus de 439 bilans de médication complets, c'est-à-dire avec les 4 étapes dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été extrait de la plateforme Observia. Les bilans ont été réalisés par 297 pharmacies réparties dans toute la France, dont à peu près 10%, ça représente à peu près 10% des pharmacies nationales qui ont effectué 10 bilans partagés de médication. Donc, comment a été menée l'étude? Les bilans partagés de médication ont été réalisés par le pharmacien, soit en officine, soit en domicile du patient ou en maison de retraite via la plateforme Observia. Le pharmacien suivait les 4 grandes étapes du bilan partagé de médication recommandé par l'assurance maladie, à savoir le recueil d'informations par le pharmacien avec le patient, l'analyse de l'ordonnance par le pharmacien seul, l'entretien de conseil sur la prescription du patient et enfin le suivi de l'observance. Seuls les patients ayant un bilan complet avec ces 4 étapes ont été inclus dans l'étude. Les patients éligibles étaient des patients ayant au moins une maladie chronique, recevant au moins 5 médicaments ou substances actives différents pendant plus de 6 mois, et âgés de plus de 65 ans ou avec au moins une maladie de longue durée et âgés de plus de 75 ans. Les interactions médicamenteuses potentielles ont été évaluées dans le cadre de l'analyse du traitement et les prescripteurs ont été informés de tout changement de traitement recommandé et résultant du bilan partagé de médication. Alors, quels sont les principaux résultats? Sur 3000 pharmacies qui effectuaient les bilans partagés de médication à l'époque, 297 utilisaient la plateforme Observia. 1639 patients avaient commencé les bilans partagés de médication, mais seulement 439 avaient un bilan partagé de médication complet. 186 patients étaient mal observants à ce qu'on appelle M0, donc à l'initiation de l'étude, à l'inclusion des patients. Parmi eux, 88 ont amélioré leur observance à M3, donc 3 mois après leur inclusion. Le chiffre à retenir de cette étude, c'est l'amélioration statistiquement significative de 20% d'observance. 69,5% des patients inscrits dans la plateforme avaient plus de 6 médicaments prescrits. On est donc bien sur des patients polymédiqués. 2 mois après l'inclusion, 64,3% des patients se sont vus conseillés par le pharmacien de modifier leur prescription. Suite à ces recommandations, les prescriptions de médicaments n'ont été modifiées que pour seulement 14,7% d'entre eux. Et sur ces 14,7% de patients, 47, un peu plus de 47, ont vu toutes les recommandations prises en compte. 13% ont vu une partie de ces recommandations faites par le pharmacien prises en compte. Et pour le restant des patients, nous n'avons pas l'information. 20 patients ont eu au moins un événement iatrogénique transmis par le pharmacien, mais seulement 9 d'entre eux n'ont pas eu de modification de prescription malgré cela. Donc, que doit-on retenir de cette étude? Les bilans partagés de médication, de par la communication privilégiée et engagée entre le soignant et le soigné, améliorent significativement l'observance des patients et permettent d'éviter les effets indésirables graves. Cependant, il y a encore des efforts à produire pour intégrer ces bilans partagés de médication dans les nouvelles pratiques des pharmaciens. On voit par exemple qu'au Royaume-Uni, 99,4% des pharmacies communautaires ont déjà effectué l'équivalent des bilans partagés de médication, ce qui représente plus de 3 millions d'examens effectués chaque année depuis 2012. Alors, quel est le constat à faire et les actions à prévoir suite à cette étude? Le premier constat, c'est que le bilan partagé de médication est chronophage. Donc, l'idée, c'est d'optimiser le temps des bilans partagés de médication via une simplification, par exemple, du questionnaire de l'assurance maladie. Le deuxième point, c'est que les bilans partagés de médication sont peu rentables. Il faudrait réévaluer la contrepartie des bilans partagés de médication pour les pharmaciens. On compte environ 2 heures pour faire un bilan partagé de médication complet, 60 € la première année versus 10 à 12 minutes au Royaume-Uni pour 32 € environ
de rémunération. Les bilans partagés de médication sont aussi peu connus des patients. L'idée, ce serait de mettre en place des campagnes publicitaires nationales et faire partager les patients âgés dans ces campagnes publicitaires. Enfin, le quatrième point, c'est la réticence des médecins ou le manque de communication entre les médecins et les pharmaciens. L'idée ici, ce serait de simplifier et optimiser les échanges d'informations entre eux. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question et pour aller plus loin, vous pouvez lire la publication de l'étude dans le Journal of the American Pharmacists Association. Eh bien, merci beaucoup à Gersand pour cette magnifique présentation qui était très claire, très bien illustrée, qui nous a vraiment montré les résultats et ce que pouvaient apporter ces bilans partagés de médication, avec cette plateforme en particulier développée par Observia. Alors, il y a quelques questions qui sont déjà arrivées, mais je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation, ce qui permettra d'avoir toutes les présentations et ensuite on pourra passer à la phase de questions avec les différentes présentations qui se sont succédées. Et donc, je vous propose donc qu'on enchaîne. Ça, c'est pas la bonne. Oui, c'est Arthur. Ouais. Pas la bonne, oui, mais effectivement, j'ai pas la bonne présentation d'Arthur. Donc, on va, c'est pas grave, passer à la dernière présentation et on viendra celle d'Arthur après quand je l'aurai retrouvé. Donc, on va passer à la présentation de Ehsan Premji. Je pense que c'est son nom, qui donc est pharmacien, et qui va nous présenter une étude qui s'est intéressée à l'analyse de la perception des pharmaciens d'officine par la population française. C'est une qui remonte à quelques années, vous allez voir, hein, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle nous permet de montrer comment la population voit les pharmaciens d'officine en particulier. Donc, je propose qu'on regarde qu'on écoute cette présentation et puis ensuite on va pouvoir poser des questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité scientifique de Spot Pharma de m'avoir sélectionné pour que je puisse vous présenter mon travail qui a porté sur l'analyse de la perception des pharmaciens d'officine par la population française. Alors, à notre connaissance, à ce jour, aucune étude n'a été menée sur la perception des pharmaciens d'officine auprès de la population française. Donc, nous avons souhaité cerner l'importance accordée par les patients aux pharmaciens pour pouvoir ensuite éventuellement dégager des pistes de solutions. Pour répondre à cela, nous avons élaboré un questionnaire complètement anonyme de 34 questions. Ce questionnaire a été diffusé sur Internet pendant 1 mois, en janvier 2013. Il était organisé en 5 rubriques qui étaient généralité, prix, produits et services, promotion et place. Toute la population française majeure était concernée, métropole et dom-tom compris. Et bien sûr, les pharmaciens et étudiants en pharmacie ont été exclus de l'étude pour éviter de fausser les résultats par une perception subjective. Alors, au niveau des résultats, l'échantillon recueilli était relativement significatif avec 703 réponses au total. Les femmes représentaient la majorité des répondants, à 70%. Elles étaient jeunes, moins de 30 ans à 75%. Encore étudiantes à 44% et célibataires sans enfants à près de 50%. Concernant les résultats plus en détail, alors étant donné le temps très court de la présentation de 5 minutes, nous ne pourrons présenter que quelques résultats qui nous ont semblé les plus intéressants. Donc commençons par les services qui sont proposés en pharmacie, sachant que le service principal est le conseil du pharmacien, et bien seulement 45% des patients nous font confiance. Donc c'est quand même un chiffre relativement alertant. Il faut impérativement recentrer notre rôle sur le conseil pour pouvoir regagner la confiance des 55% restants.
D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que si l'on croise les résultats de 2 questions, pensez-vous que les pharmaciens sont indispensables à la bonne utilisation du médicament et comment considérez-vous les conseils de votre pharmacien? On remarque clairement que les personnes trouvant utiles les conseils de leur pharmacien considèrent bien plus l'importance du pharmacien dans la prise du médicament. Donc on voit clairement que les conseils pharmaceutiques sont importants pour affirmer notre rôle auprès des patients. Passons maintenant à la politique de prix. Alors 71% des sondés perçoivent les prix de manière élevée en officine. Il y a sûrement plusieurs solutions à cela pour y remédier. Et l'une d'entre elles serait par exemple de proposer un prix unique pour tous les produits en vente. Ça, c'est une réelle attente des gens puisque 80% des sondés y seraient favorables. Cela permettrait peut-être de recentrer l'attention des patients non plus sur la simple recherche du bon prix, mais plutôt sur celle du bon pharmacien ou du bon conseil. Ensuite, passons au P de promotion. En analysant les réponses, quelque chose est quand même assez étonnant. Si 3/4 des patients ont conscience de notre formation initiale et de la difficulté relative qu'elle implique, si 70% des patients pensent que le pharmacien est aussi important que le médecin dans le parcours de soins, eh bien, un patient sur 2 ne faisait pas la différence entre un préparateur et un pharmacien, et en plus, pour 55% d'entre eux, cela leur est égal. Alors, d'où vient ce décalage? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais une des raisons serait que ce sont nos rôles que les patients n'arrivent pas à cerner, puisque 86% des patients ne pensent pas connaître tous nos rôles et 91% des gens estiment que la communication à ce sujet est insuffisante. D'ailleurs, plus de la moitié des sondés ne sait pas que le pharmacien a un droit de refus de dispensation et 80% des patients ne connaissent même pas le dossier pharmaceutique alors que c'est quand même pour le pharmacien un des fers de lance. Passant au P de place, 62% des patients n'ont pas le sentiment de confidentialité au comptoir, ce qui est quand même très dommage pour notre profession où le secret médical est un des fondamentaux. Donc pour finir, on pourrait synthétiser les résultats de cette étude sur une réponse qui est sans appel de la part des patients. 91% des patients attendent de nous que nous soyons des professionnels de santé et non des commerçants. Il est donc très important de faire l'effort de replacer le patient et ses attentes au cœur de la réflexion officinale. Alors, il y a bien évidemment plusieurs limites à cette étude. La première est qu'elle date de 2013, mais bien que la perception ait pu changer en 8 ans et qu'on puisse penser être en décalage, malgré tout, la vision obtenue correspond intuitivement à l'environnement pharmaceutique actuel. De plus, cette étude va offrir une base de comparaison à des travaux futurs à venir. Aussi, il faut relever que l'échantillon des répondants ne recouvre pas la population réelle qui fréquente les officines françaises, puisque l'échantillon était majoritairement constitué à 75% de femmes de moins de 30 ans. Les plus de 60 ans ne représentaient que 3% des répondants, et c'est sûrement lié au fait que le questionnaire était diffusé uniquement via Internet, sous forme dématérialisée. Néanmoins, un point est assez clair, c'est que nous ne communiquons pas suffisamment sur le rôle du pharmacien et les connaissances insuffisantes du public sur ces rôles font courir le risque d'un besoin moindre de l'élargissement de ces rôles. Il faut essayer de ne plus être passif et de vraiment prendre part au flux d'informations pour pouvoir repositionner de façon réussie l'image de notre profession. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci à nouveau pour cette présentation très intéressante. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, mais comment notre orateur est pharmacien à la pharmacie du centre hospitalier de Mayotte. Donc, on le remercie d'être avec nous à cette heure
qui est peut-être un peu compliqué pour lui. Donc, un double merci. J'espère juste qu'il pourra nous rejoindre, puisqu'on est en échange par SMS actuellement, mais je ne le vois pas dans la liste des participants, et donc je ne suis pas sûr qu'il soit connecté au bon endroit. Il nous entend, mais je voudrais lui redire qu'il faut qu'il utilise le lien Zoom que je viens de lui renvoyer pour se connecter, et pas par la plateforme de Spot Pharma, puisqu'il assiste comme un participant et non comme un orateur. Donc, il faut juste qu'il se connecte par le lien Zoom qu'il doit avoir sur son mail reçu à nouveau à l'instant. Donc, je vous propose qu'on enchaîne maintenant par la troisième et dernière communication de ce soir, qui va donc être présentée par Arthur Pirot. Alors, je ne présente plus Arthur Pirot, mais je vais le faire quand même très rapidement. Donc, Arthur est pharmacien, il est pharmacien adjoint dans une officine, et parallèlement, il est doctorant en thèse d'université à l'Université d'Angers également. Il travaille sur différents sujets. Au cours de sa thèse, il a développé un projet sur l'évaluation de la satisfaction par les patients de la vaccination anti-Covid. Ça va parler à pas mal d'entre vous qui ont dû être partie prenante de cette vaccination. Et donc, il a voulu s'intéresser sur un projet qui est un peu finalement similaire au précédent, hein, à savoir quelle était la vision des patients, des satisfactions par rapport au rôle de vaccinateur du pharmacien ici dans cette pandémie qu'on a connue contre la Covid-19. Donc là encore, je propose qu'on écoute la présentation d'Arthur et puis continuez à envoyer vos questions, surtout via le chat, et on pourra ensuite les poser aux différents orateurs qui pourront venir vous répondre avec plaisir, je pense. Allez, c'est à toi, Arthur. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Arthur Pirot, je suis docteur en pharmacie et doctorant à l'Université d'Angers. Je vais vous présenter ce soir en avant-première les résultats de l'enquête Pharmacovax. On ne voit pas la vidéo. Il y a quelques mois. On ne voit pas la vidéo, Sébastien. Effectivement, si je ne partage pas mon écran, ça ne marche pas aussi bien. C'est clair. Voilà. Merci Marie-Hélène. Je suis perturbé par notre amie de Mayotte qui n'arrive pas à se connecter visiblement. Est-ce que tu peux l'appeler Marie-Hélène avec ton... Oui, je m'en occupe. Okay. Parce que moi, je ne peux pas téléphoner en même temps. Ah, mais le voilà, magnifique. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là. Et donc maintenant, vous allez voir la vidéo d'Arthur normalement. Et voilà, rebonjour Arthur. Je m'appelle Arthur Pirot, je suis docteur en pharmacie et doctorant à l'Université d'Angers. Je vais vous présenter ce soir en avant-première les résultats de l'enquête Pharmacovax que j'ai pu mener il y a quelques mois. Alors, d'un point de vue contexte, je pense que vous le savez, on vit actuellement une pandémie dont la seule solution réside dans la vaccination. En France, la vaccination a été mise en place de manière progressive. Elle était d'abord restreinte aux centres hospitaliers, puis elle a rejoint la ville avec les centres de vaccination, et enfin les professionnels de santé libéraux ont pu y prendre part. Le décret du 4 mars 2021 autorise notamment le pharmacien à prescrire et administrer ces vaccins. C'est ainsi que l'enquête Pharmacovax a été déployée. Elle a pour objectif d'évaluer la satisfaction des usagers à l'égard de la vaccination contre la Covid-19 qui s'est déroulée en officine. La méthodologie suivie est celle d'une enquête de satisfaction classique. Seuls les patients qui étaient volontaires et qui venaient de se faire vacciner contre la Covid-19 par un pharmacien pouvaient y répondre. Elle a été menée du 16 mars au 30 juin 2021 et soutenue par l'Université d'Angers, l'INSERM, le CNRS, mais également le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de la région des Pays de la Loire. À cela s'ajoute la SFSPO, qui me fait l'honneur de présenter les résultats ce soir, également du Collège des pharmaciens maîtres de stage, et enfin des deux syndicats majoritaires des pharmaciens titulaires en officine, que sont la FSPF et l'USPO. Cette enquête a été découpée en 4 périodes d'analyse en fonction des modalités de vaccination. La première, du 16 mars au 10 avril, a recueilli un peu plus de 2000 réponses et a concerné des patients âgés de plus de 55 ans et atteints de comorbidité. À cette époque, seul le vaccin AstraZeneca était disponible. Deuxième période, avec l'arrivée du vaccin Janssen, tous les patients de plus de 55 ans pouvaient désormais se faire vacciner. Là aussi, plus de 2000 réponses ont été obtenues. À partir de la troisième période, nous avons l'arrivée du vaccin Moderna en officine, ce qui nous permet de vacciner des patients de plus de 18 ans, mais atteints de comorbidité. Un peu moins d'un millier de réponses ont été obtenues. Et enfin, à la quatrième période qui se tend sur le mois de juin,
tous les patients âgés de plus de 18 ans pouvaient désormais se faire vacciner contre la Covid-19 et un peu moins de 800 réponses ont été obtenues. Ce qui nous fait un total de 5 733 réponses interprétables obtenues durant cette enquête. Pour résumer les résultats principaux, voici un schéma. Donc, sur les 442 officines qui se sont inscrites pour participer à l'étude, un peu plus d'un tiers y ont participé. Ce qui nous a fait une représentation de 11 régions françaises. 5 800 réponses ont été retournées et un peu plus de 60 ont dû être exclues du fait d'un manque de données, ce qui nous fait 5 733 réponses interprétables. La première question du questionnaire résidait dans l'antécédent de la vaccination antigrippale des patients. Pour près de 60% d'entre eux qui se présentaient en officine, une vaccination antigrippale avait d'ores et déjà été réalisée. Parmi ces derniers, plus de la moitié l'avaient faite dans une pharmacie. Donc on voit qu'à peu près un patient sur deux qui vient se faire vacciner contre la Covid a eu une vaccination antigrippale en officine. Et encore parmi ces derniers, plus de 90% l'ont faite dans la même officine. Il y a donc vraiment une fidélité du patient envers son officine. Voici pour le détail de chacune des périodes, ce qu'il en est de la vaccination des patients. Donc, je vous rappelle, première et deuxième période, ce sont les patients de plus de 55 ans, où là, on a des taux respectivement d'à peu près 5e quart, et qui décroît nettement pour la troisième et quatrième période, avec 7 et 5,5%, tout simplement parce que beaucoup de ces patients-là n'étaient pas éligibles habituellement à la vaccination antigrippale, chose qui n'était pas le cas dans la première période, parce que ce sont des patients âgés et atteints de comorbidité, et donc un grand nombre d'entre eux y étaient. Si on s'intéresse maintenant aux patients qui ont cherché à se faire vacciner d'une autre manière avant de recevoir leur vaccination en officine, à peu près un quart avaient fait une tentative. Pour 10% d'entre eux, c'était chez un médecin généraliste, 11% dans un centre de vaccination et les plus téméraires, 2,3%, avaient essayé les deux possibilités. Alors, maintenant, on va analyser à proprement parler la satisfaction et le ressenti des usagers. À peu près les 3/4 ont aperçu une amélioration de l'image du pharmacien par rapport à celle qu'ils pouvaient avoir au préalable. J'insiste sur le fait que certains ont mis qu'il n'y avait pas d'amélioration parce que leur image était déjà très bonne avant même cette crise. Pour plus de 80% des patients, la vaccination en officine la rend plus accessible. Pour près de 90%, les locaux étaient adaptés à la vaccination. À peu près dans le même ordre de mesure, les patients ont une totale confiance en leur pharmacien pour réaliser la vaccination et le temps passé leur semblait tout à fait acceptable. Donc globalement, ces chiffres sont très très bons, surtout qu'il s'agit du pourcentage des personnes ayant répondu uniquement tout à fait d'accord et pas un peu d'accord. Là aussi, le découpage selon les 4 périodes qui vous ont été présentées préalablement s'attarde à la compétence du pharmacien pour réaliser d'autres vaccinations, avec l'exemple de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite. Pour la première et la deuxième période, on a des pourcentages entre 85 et 88%. Donc là, je vous rappelle, c'est les patients de plus de 55 ans, donc qui ont déjà pour beaucoup l'habitude de se faire vacciner par un pharmacien. Mais même pour les patients plus jeunes, plus de 80% d'entre eux aimeraient que le pharmacien puisse les vacciner directement. Globalement, il était posé la question aux patients de savoir quelle aurait été la satisfaction par rapport à la vaccination qui venait réalisée. Et ils ont accordé la note de 4,9 sur 5, chose qui est excellente pour ce genre de choses. Et nous avons également évalué ce qu'on appelle la recommandation du service, ce score, qui est un score validé sur le plan international. Et donc, les patients ont attribué une note de 93 sur 100, sachant que l'échelle va de moins 100 à 100. Pour ce faire, en fait, on prend le pourcentage de patients qui sont dits promoteurs, donc qui répondent les notes de 9 à 10, auxquels on soustrait les patients détracteurs qui répondent de 1 à 6. Pour marquer que les gens qui répondent 7 et 8 sont considérés comme passifs et on n'en tient pas compte. Cette note peut être vraiment considérée comme exceptionnelle. Elle est réalisée notamment dans les grands magasins. Certains l'ont peut-être déjà complétée sans même le savoir. Alors, si on veut interpréter un petit peu les résultats de cette enquête, tout d'abord, on peut considérer que l'accès facilité à la vaccination en officine est une véritable plus-value par rapport à le fait de rejoindre, par exemple, des centres qui peuvent être excentrés pour des patients hypermobiles. On a quand même un biais de sélection parce que seules les pharmacies volontaires ont participé.
On rappelle également que le pharmacien détient un rôle clé pour lutter contre la désinformation et donc promouvoir la vaccination. Je pense que tous ceux qui la pratiquent sont bien placés pour le savoir. Un biais de recrutement également, parce que seuls les patients volontaires ont participé. On peut supposer que des patients qui n'étaient pas contents ne souhaitaient pas répondre au questionnaire. Une difficulté quand même à objectiver la prise en charge en soins primaires parce qu'il n'existe pas de critères cliniques mesurables à l'heure actuelle disponibles, raison pour laquelle on est vraiment dans une enquête purement qualitative. Un biais de réponse, comme je le disais tout à l'heure, comme le questionnaire transite par le pharmacien, de la même manière que le patient, il peut ne pas le renvoyer s'il estime les résultats mauvais. On a la nécessité également de recueillir des données propres à l'usager pour pouvoir faire des analyses plus poussées, que sont notamment l'âge et le sexe. Un certain biais cognitif, avec ce qu'on appelle l'échelle de réponse, on s'est aperçu que des patients qu'ils n'étaient pas du tout contents parce que c'était la première colonne, alors qu'en fait, ils étaient satisfaits du service avec les réponses qui suivaient. Et enfin, on terminerait en disant que la mise en œuvre a été très très rapide. Il m'a fallu à peu près une semaine pour mener l'enquête, étant donné que la vaccination s'est mise en place très rapidement. Et donc, ça a pu limiter certaines choses. Voici les grands enseignements qu'on peut tirer de cette enquête. Tout d'abord, la vaccination Covid a été un service plébiscité par les patients. Les réponses sont vraiment exceptionnelles, ce qui induit également une satisfaction phénoménale, la fameuse note que vous voyez de 4,92 sur 5, mais également une recommandation écrasante, et là c'est le NPS score qui parle avec sa note de 93. Et je soulignerai enfin la participation exceptionnelle à la fois des personnes qui ont répondu, mais également des pharmaciens. En cette période très difficile, ils ont été nombreux à prendre un petit peu de temps pour me transmettre leurs réponses et permettre ainsi d'obtenir ces résultats. Je les remercie. Quelques perspectives tout de même. Il serait judiciable de réaliser une enquête auprès de la totalité de la population pour recueillir leur avis, mais également d'adjoindre à cette enquête une évaluation plus quantitative en reprenant notamment les chiffres de l'assurance maladie. Attention, et je suis disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Arthur pour cette troisième et dernière présentation. Nos trois orateurs sont là en chair et en os. Merci beaucoup à tous les trois d'être connectés ce soir. Alors, on va pouvoir passer maintenant, après ces trois belles présentations, à la phase de questions qui vont être posées par tous les participants qui vous écoutent actuellement. Alors, le temps que les questions continuent d'arriver, j'en ai déjà une première, puisqu'il y a un mot qui a été prononcé par les trois participants, qui est le mot de communication. Parce que Gersan nous a dit qu'il avait besoin de communication et de publicité nationale avec des grandes campagnes pour informer des nouvelles missions et notamment du bilan partagé de médication. Essa nous a parlé de communication qui serait importante sur le rôle du pharmacien. Et Arthur nous a parlé aussi du rôle important de la communication, notamment sur l'intérêt des vaccins et lutter contre les fausses informations, et que le pharmacien pouvait avoir un rôle pour ça. Donc, une première question pour tous les trois, finalement. Comment vous voyez cette communication? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Est-ce au niveau de chaque pharmacie? Est-ce au niveau national? De quelle manière, finalement, on pourrait toucher le maximum de monde pour mieux communiquer, puisqu'on voit que cette communication fait parfois défaut. On a vu aussi avec les médecins, on va en reparler probablement un petit peu plus tard dans l'étude sur les bilans partagés des médications, mais comment on pourrait mieux communiquer en tant que pharmacien sur finalement ce que l'on apporte au comptoir tous les jours pour les patients, via le rôle classique, on va dire, du pharmacien habituel, historique, de dispensation, d'accompagnement, de conseil, mais aussi sur ces nouvelles missions comme les bilans en médication ou la vaccination. Je ne sais pas qui veut commencer parmi vous trois. Je peux, si vous voulez. Merci. Honneur aux filles. Merci beaucoup, Gersan. Alors, moi, je vais juste parler pour les bilans partagés de médication. Les pharmaciens qui mettent en place les bilans partagés de médication, on le voit, communiquent déjà beaucoup dans leurs officines
Alors, c'est soit par des spots sur leur télé, soit par des autocollants au comptoir, soit par des leaflets. Il y a déjà pas mal de choses qui sont effectuées dans leur officine. Par contre, l'axe de communication qui pourrait être privilégié et qui avait été privilégié lors de la mise en place des premiers entretiens, c'était d'envoyer des lettres, des courriers directement aux patients concernés dans leur boîte aux lettres. Et on voyait qu'il y avait beaucoup plus de patients qui allaient en pharmacie pour demander à faire ces entretiens-là directement auprès des pharmaciens. Et ce que je trouve personnellement dommage, je parle vraiment en mon nom, mais c'est qu'il y ait ce manque de communication de la part de l'assurance maladie directement dans les boîtes, soit boîte mail, on peut imaginer aussi par un courriel, ou boîte postale des patients. Donc pour moi, la communication, les pharmaciens font déjà ce qu'ils peuvent pour promouvoir ces nouvelles missions. Je pense que maintenant, c'est à d'autres acteurs de communiquer plus largement sur les nouvelles missions apportées par le pharmacien aux patients. Donc, pour les BPM, bilan de médication, ce serait plutôt une communication ciblée sur les patients qui sont concernés directement par l'assurance maladie, comme ça avait été le cas avec les antivitamines K lors de la mise en place des entretiens. C'est ça. Déjà tester cette première axe de communication, ce serait déjà pas mal, à mon sens, pour essayer de booster un peu les bilans partagés de médication. Parce que les pharmaciens ont très peu de temps au comptoir, on le voit. Ils ont déjà beaucoup de choses en tête. Et s'ils pouvaient déjà être allégés par cette aide de la part de l'assurance maladie, ça serait déjà un grand plus, à mon sens. Je ne sais pas si Ezan ou Arthur voulaient compléter. Si je peux prendre la suite, je pense que la communication doit être la plus large possible. Là, on a vu sur le plan local pour les nouvelles missions qui sont les bilans partagés de médication. Au-delà de ça, il y a aussi la campagne de l'ordre qui se fait attendre, même si elle a déjà débuté, notamment, peut-être certains l'ont vu sur les abribus, etc. Il y avait une grande campagne nationale qui essayait de promouvoir les différents métiers du pharmacien, que ce soit à l'officine, en industrie, à l'hôpital, à la biologie, etc. Mais ça a été rappelé aussi dans la deuxième présentation, c'est-à-dire qu'il y a une très forte méconnaissance de la population française à l'égard de tous les services que l'on peut proposer. Et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus nombreux ces derniers mois, je dirais même ces dernières semaines. J'ai encore appris tout à l'heure qu'on va bientôt faire de la préparation de doses administrées de vaccins pour d'autres professionnels de santé. Donc, c'est vrai qu'on a un champ de compétences qui est de plus en plus large. Donc, à nous, bien évidemment, de communiquer, mais également à nos instances représentatives, donc l'ordre, les syndicats. Et je pense que pour certaines missions d'ordre public, type BPM par exemple, mais vaccinations, etc., le ministère de la Santé, via des campagnes de communication massive à grande échelle, pourrait également y participer. Ah bien, merci Arthur. Est-ce que Ezan, qui avait aussi évoqué ce besoin de communication sur les rôles du pharmacien, vous avez des idées sur la manière de le mettre en œuvre? Alors, je crois que le micro est coupé, on ne vous entend pas. Non, Est-ce que vous... ouais, c'est super, parfait, merci beaucoup. Allô, allô. Oui, oui, on vous entend. Alors, On est très loin, donc il faut le temps que le son arrive. Vous pouvez y aller, si c'est bon allô, pour allô. vous. Oui, on vous entend, allez-y. C'est bon. Alors, votre haut-parleur est peut-être coupé, c'est bon. Vous pouvez y aller. Non, on ne vous entend plus. Bon. Ouais. Je suis désolé. On ne vous entend plus du tout. Mais ça marchait, hein. Je pense qu'il faut jouer peut-être entre le micro et les haut-parleurs. Donc là, vous nous entendez visiblement. Allô, allô. Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, du coup, c'est moi qui vous entends plus. C'est marrant ça. Oui, mais alors nous, on vous entend. Donc, allez-y. Ah, c'est bon. C'est bon, voilà, super. Ce n'est pas un sketch, Ouais. hein, c'est le live, hein, effectivement. C'est Mais laborieux. vous avez vu Bonjour à toutes et à tous. vidéos. Désolé pour ces aléas du live, ouais, comme vous dites. Donc, du coup, bon, j'ai loupé un peu le début de la première présentation de Gersand. Mais je vais rebondir un peu sur ce que Arthur et Gerson ont dit par rapport à la communication. Moi, je partage en fait leur avis à tous les deux. Il faut que la communication soit au niveau local, au niveau de la pharmacie en elle-même,
Mais à mon avis, il faut surtout qu'elle commence d'un point de vue national, ce que disait Arthur avant. Moi, j'ai deux exemples tout simples à citer. Pendant la crise du Covid, les pharmaciens ne vaccinaient pas contre le Covid et ne faisaient pas de tests antigéniques. Ils ont eu le droit du jour au lendemain de le faire. Il n'a pas fallu longtemps pour que toutes les pharmacies, devant, il y ait la queue pour soit se faire vacciner, soit pouvoir bénéficier d'un test antigénique. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, tous les médias, tout le monde a communiqué de concert en même temps sur la même chose. Pareil, si on prend l'exemple du Canada, il y a quelques années, avec une nouvelle loi, les pharmaciens ont eu beaucoup de nouveaux droits, dont le droit de prescription, le droit de changer des posologies, le droit de prescrire certaines analyses biologiques, et ainsi de suite. Et ben, tout de suite, rapidement, toute la population a été au courant de tous ces nouveaux services grâce à la communication qu'a fait l'Ordre des pharmaciens canadiens de concert avec tous les médias et avec la Caisse d'assurance maladie du Canada. Donc, en fait, il suffit, je pense, de mettre les moyens et rapidement, la population sera au courant de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on a à offrir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment évoqué. On parle de communication nationale, de campagne, de l'assurance maladie, mais il y a un moyen quand même qui est finalement à la portée de tout le monde, finalement, qui est sous nos yeux, que sont les vitrines. D'ailleurs, la SFSTO avait lancé un concours de vitrines pour renforcer justement la communication via les officines. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi des campagnes qu'au lieu d'afficher des corps sveltes promouvant des crèmes amincissantes ou des crèmes solaires, on puisse aussi, dans les vitrines, faire la promotion des missions du pharmacien et que ce soit finalement je n'ai pas les chiffres en tête, mais la surface d'affichage de l'ensemble des vitrines qui serait cumulée en France, c'est quand même considérable. Et est-ce que ça ne pourrait pas être un moyen aussi, sur des périodes comme il y a le mois sans tabac, il y a Octobre Rose ou différentes campagnes qui peuvent être aussi dans les vitrines, qu'on puisse sur une période se dire c'est la semaine ou le mois des bilans de médication, le mois des entretiens, le mois de la vaccination et que chaque officine joue le jeu finalement en essayant de faire cette promotion-là. Vous en pensez quoi? On va passer à des questions plus précises. Ça vous semble envisageable ou pas du tout? C'est déjà plus ou moins effectué, hein, à mon sens. Ça dépend de quelle vitrine. Ça dépend peut-être des pharmacies et ça dépend peut-être surtout des groupements auxquels sont affiliées les pharmacies. Parce que certaines n'ont pas toute la liberté de communication qu'elles le souhaitent, ou il y a aussi d'autres qui ont une restriction vraiment des zones d'affichage en fonction de la typologie et de l'officine. Mais c'est sûr que c'est un levier qui est facile à mettre en œuvre. Et puis, si je peux me permettre de soulever une question, est-ce que ça ne dépend pas aussi du business model, c'est-à-dire de la rémunération que va tirer le pharmacien en mettant en avant certains services plutôt que d'autres crèmes? Merci caricaturer les choses. Merci beaucoup pour la transition, puisqu'il y a une question là, qui est posée, qui s'adresse surtout à Gersand sur la rémunération, puisque vous avez dit que le coût était peut-être pas, enfin que la rémunération proposée pour les BPM était peut-être pas tout à fait à la hauteur de l'engagement du pharmacien pour mener ces entretiens, en comparaison avec le Royaume-Uni. Et justement, à combien vous estimeriez le coût pour réaliser un BPM correct et qui rémunère de manière satisfaisante le pharmacien? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Très bonne question. Alors, je n'avais pas réfléchi à la question en amont. Alors, je crois que Pierre-Antoine Drubé l'avait estimé dans sa thèse. Alors, je n'ai pas malheureusement sa thèse sous les yeux, mais je serais allée la regarder. Il avait fait tout un calcul, alors je n'ai pas le montant sous les yeux, mais il avait fait tout un calcul par rapport au salaire moyen d'un adjoint, du temps passé, donc 2 heures environ pour faire un bilan de médication complet, donc vraiment chacune de ces étapes-là. Et je crois on avait un différentiel d'une dizaine, une vingtaine d'euros, ce qui est quand même impactant si on multiplie ces vingtaines d'euros par le nombre de patients potentiellement qu'on pourrait avoir en officine. Donc, c'est sûr que par rapport à nos voisins anglais, pour qui c'est 32 euros versus nous, les 60, mais avec beaucoup moins de temps passé, on est complètement à la traîne. Donc, il y aurait forcément une rémunération à revoir.
Et également, c'est ce que je disais dans la présentation, mais aussi un questionnaire plus light à proposer aux pharmaciens. Donc, désolée, je n'ai pas le chiffre exact. Je n'étais pas préparée à cette question, mais ça diffère. Enfin, il y a un différentiel d'une dizaine, d'une vingtaine d'euros. Donc, ça veut dire se rapprocher du modèle anglais, en fait, avec un modèle plus light. Donc, ça veut dire faire des bilans qui soient plus courts, plus ciblés, peut-être, pour les rendre plus C'est ça. acceptables en termes de temps disponible à l'officine. Exactement. Je crois qu'ils fonctionnent pareil que nous. Alors, je n'ai pas exactement toutes les notions en tête, mais je crois qu'au Royaume-Uni, ils fonctionnent pareil que nous. Il y a 4 étapes. Donc, sur ce point de vue-là, on est assez raccord. Mais en effet, essayer de réduire ces étapes pour que le pharmacien puisse aller un peu plus vite et gagner forcément plus d'argent vis-à-vis de ces bilans partagés médication. Ok, très bien. Alors, il y a une autre question, merci beaucoup Gersand, qui vient d'être posée sur l'étude donc de Ezanne donc sur les connaissances, la perception des pharmaciens par la population française, qui est de savoir si les résultats ont été réalisés à quelle période et sur quel territoire. Alors, je crois que c'était en 2013 et sur la métropole plus les dom-tom. Vous avez une répartition peut-être des répondants sur les différents territoires? Oui, donc effectivement, c'était sur le territoire français, donc métropole plus dom-tom compris. La majorité des réponses, je n'ai plus peut-être le chiffre en tête, mais c'était une majorité écrasante. Je crois que c'était 95 ou 96% des participants étaient de métropole. Le sondage s'est fait sur le mois de janvier 2013 et a duré environ 2 semaines et demie. On a recueilli 703 réponses sur à peu près 2 semaines. D'accord. Et peut-être pour faire le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jason et les nouvelles missions du pharmacien, là on parlait du BPM, il y a d'autres entretiens, on en a parlé aussi avec les entretiens pour les personnes sous antivitamine K ou d'autres anticoagulants. Les nouvelles missions, finalement, elles sont à peu près elles sont mises en place juste à cette période, un petit peu après 2013. Et donc, vous avez finalement une photographie de la perception en 2013, avant les nouvelles missions. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, du moins est-ce que vous l'envisagez, de refaire un travail maintenant pour voir en quoi ces nouvelles missions ont pu faire évoluer la perception du pharmacien français, et d'autant plus après la pandémie qu'on a vécue et l'implication qui a été très forte et exemplaire des pharmaciens français dans la gestion de cette pandémie, que ce soit par la distribution des masques à une période, bien sûr les tests antigéniques notamment, la vaccination dont Arthur nous a parlé. Est-ce que ce ne serait pas intéressant justement d'essayer de voir quel a été l'impact et si les résultats seraient modifiés, dans quel sens? Si, complètement. C'est l'intérêt je pense, d'avoir une étude un peu ancienne. Ça permet de pouvoir avoir un point de comparaison. Et c'est marrant parce que du coup, quand j'écoutais la présentation d'Arthur, effectivement, il nous a montré donc, son étude sur la vaccination par le pharmacien d'officine et le ressenti de la population française suite à cet acte. Et apparemment, les scores sont bluffants et unanimes. Et c'est marrant parce que justement, dans mes 34 questions, donc j'avais posé la question, je l'ai reprise sous les yeux pendant sa présentation. Donc, pensez-vous que le pharmacien a les compétences pour, et on laissait les patients, les répondants répondre à ces questions. Donc, il y avait plusieurs rôles du pharmacien qui quand même se démarquaient des autres. Et le plus mauvais rôle sur lequel le patient avait le moins confiance à l'époque, en 2013, envers le pharmacien, c'était le fait de le laisser vacciner. Presque à peine plus de 10% des répondants disaient que j'ai confiance en pharmacien sur plein de choses et le plus mauvais, c'était la vaccination. Et là, on voit qu'en 2021, ils sont tous unanimes sur ce nouveau rôle qui est attribué aux pharmaciens. Donc, si, ça serait super intéressant de refaire un point d'étape et je suis sûr que, à mon avis, les réponses que j'avais eues à l'époque seraient tout chamboulées. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui... Oui, Gersand, Pardon. bon.
Non, je disais, c'est ça qui est assez drôle. Je pense que la pandémie va aider, entre guillemets, c'est un des seuls points positifs de la pandémie. Mais ce qui est assez drôle, ce que disait Arthur, les pharmaciens se sont lancés directement dans la vaccination et dans les tests en ne sachant pas forcément faire. Et un des retours qu'ils font sur les nouvelles missions des entretiens, c'est qu'ils ne se sentent pas forcément à l'aise face aux patients pour passer du temps, etc., creuser, lui poser des questions. Et on a vu que pour la vaccination, ça ne va pas forcément poser de problème. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans les prochains mois, et c'est pour ça aussi que la communication va être, parce que de voir dans les prochains mois comment le pharmacien va s'en sortir sur la reprise des entretiens pharmaceutiques, parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut dire aussi, hein, la vaccination a mis entre parenthèses toutes les nouvelles missions, toutes les autres missions du pharmacien. Et on attend, entre guillemets, un peu les pharmaciens au tournant en se disant, bon, ils sont mis rapidement sur la vaccination. Est-ce que, du coup, ils vont se sentir un peu plus à l'aise sur les entretiens et oser franchir le pas? Ça va être intéressant à observer dans les prochains mois. Oui, tout à fait. Ouais, si je, Ouais, je voulais, si je peux me permettre, rebondir dessus. C'est intéressant ce que Gersan dit parce qu'à l'époque, en 2013, justement, pour continuer sur la lancée, quand on avait détaillé et étudié plus de façon précise là où les patients avaient plus confiance aux pharmaciens d'officine et là où ils avaient moins confiance aux pharmaciens, et on se rendait compte que tous les actes du pharmacien qui sont accompagnés entre guillemets par un geste physique et était bien mieux perçu par la population et la population avait beaucoup plus confiance que les actes qui étaient juste accompagnés, on va dire, par un acte intellectuel et du coup qui est moins mesurable. Faire un BPM, le résultat d'un BPM peut peut-être plus prêter à débat vis-à-vis du médecin, vis-à-vis des autres professionnels de santé, alors que vacciner, une fois que c'est dans le bras, on ne peut pas débattre. Et donc, du coup, il y avait un peu cette distinction où le pharmacien se sentait plus à l'aise et mieux perçu et moins à l'aise sur tout ce qui était un peu plus abstrait par rapport à son rôle. Ouais, Et c'est là-dessus que la communication en fait joue un rôle important parce que les bilans de médication, l'idée aussi, c'est d'alléger l'ordonnance parce qu'on sait qu'il y a la majorité des patients, ils ont 2 fois les mêmes DCI, etc. Donc l'idée, c'est alléger l'ordonnance et du coup, s'il y a quand même quelque chose d'assez tangible sur ces bilans partagés de médication. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de la communication de montrer que autant pour la vaccination, on se protège contre un virus avec le bilan partagé de médication, si je prends cet exemple. On se protège aussi, on peut gagner X années de vie en prenant bien ses médicaments, etc., etc. Tout est joué en fait tout va jouer en fait sur la communication et la manière de prendre les choses. Il y a différents axes de communication, passés par des méthodologies type nudge, etc., qui sont de plus en plus. Et je pense qu'il faut creuser vraiment sur ces aspects-là. Arthur, Je voudrais effectivement rebondir sur ce qui vient d'être dit, au-delà même de la communication, ce qui explique peut-être la différence entre les résultats de la vaccination et de l'acceptation par le patient versus les BPM, c'est aussi l'unité qu'il y a eu dans la communauté médicale, c'est-à-dire qu'il y a eu l'effort de guerre qui a été consenti, les médecins étaient bien embêtés pour réaliser la vaccination et donc du coup eux-mêmes incitaient leurs patients à aller vers les pharmaciens pour se faire vacciner. J'ai eu la chance de travailler une fois avec un médecin qui avait compris l'intérêt des bilans partagés de médication, c'est-à-dire qu'il les prescrivait sur son ordonnance. Il expliquait aux patients ce à quoi ça consistait et nous renvoyait directement le patient à l'officine. Et donc, effectivement, quand le médecin a compris l'intérêt du bilan de partagé de médication, a commencé à en parler au patient qui lui-même vient à la pharmacie pour le réaliser, je peux vous assurer que la finalité n'est pas la même. Et qui gagne dans l'histoire, c'est toujours le patient, quoi. Donc, la communication, elle est aussi intra- et interprofessionnelle. Ouais. Merci encore Arthur pour la transition, parce que j'avais justement une question pour Gersand sur cette question du lien avec les médecins finalement, puisque moi je trouve qu'un résultat assez parlant du travail qui a été présenté, c'est que dans 65% à peu près, un tout petit peu moins des cas, il y avait des changements de prescription qui étaient proposés par le pharmacien, mais que seulement 14% de ces demandes ont réellement été modifiées. Et donc, comment on explique ce résultat qui paraît quand même très étrange, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes qui sont formulées par le pharmacien. Est-ce qu'on sait plus précisément quelles étaient ces demandes, quel type de demandes? Est-ce que c'était justement des suppressions de doublons? Est-ce que c'est des ajustements pour limiter la iatrogénie, des sevrages de benzo, par exemple?
Oui, alors on n'a pas le détail jusqu'au sevrage de benzo, par exemple, mais on a le détail de, par exemple, alors on sait que ça concernait des modifications de prescription et à peu près, on a demandé si c'était 90% de la prescription, 80% de la prescription, etc., pour avoir une idée de la modification de la prescription. Et après, on avait aussi l'idée sur est-ce que c'était iatrogénique ou autre, un problème de posologie ou autre. Et alors, parfois, donc, les pharmaciens, on n'avait pas de retour sur les pharmaciens sur est-ce que la prescription a bien été modifiée. Mais dans la majorité des cas, donc, le médecin ne modifiait pas la prescription, en effet. Et alors, comment on l'expliquait? On a longuement réfléchi, nous, en interne. Les retours des pharmaciens sur ces non-modifications de prescription, c'était qu'il n'y avait pas, comme le disait Arthur, il n'y avait pas d'accord du médecin ou d'intérêt porté par le médecin sur ces bilans partagés de médication. Alors, soit ils ne connaissaient pas les bilans partagés de médication, ils n'étaient pas au courant, donc ils avaient un peu l'impression que le pharmacien volait, entre guillemets, une partie de leur activité, ou remettait en cause aussi, parce que ça peut être vu comme ça par le médecin, une remise en cause de sa prescription, alors que pas du tout. L'idée, c'est que ça soit vraiment un travail collaboratif. Donc, le retour des pharmaciens, c'était la plupart des barrières qu'ils rencontraient, c'était par rapport à l'acceptation par les médecins de ces bilans partagés de médication. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle certains de nos pharmaciens, utilisateurs de notre solution, ont arrêté les bilans partagés de médication parce qu'il n'y avait pas l'accord du médecin ou parce qu'il y avait déjà des petites tensions avec le médecin qui sont accentuées via ces bilans partagés de médication. Donc, ils ont préféré ne pas continuer. D'accord, j'ai peut-être juste une dernière question avant qu'on passe au vote. Un point qui a été évoqué à plusieurs reprises aussi, peut-être, c'est la fidélisation des patients grâce à ces nouvelles missions, que ce soit les BPM, que ce soit la vaccination anti-Covid. Et donc, cette fidélisation qui peut aussi jouer sur l'image du pharmacien, la perception qu'a présentée Ezan. Est-ce que vous avez des données ou dans vos résultats des différentes études que vous avez menées, des éléments qui vous permettent d'évaluer cette fidélisation, Arthur en a parlé un petit peu, cette fidélisation des patients pour leur pharmacien ou leur officine? Alors, nous, de notre... Allez-y, Arthur. Vas-y, je t'en prie. Honneur aux dames, exactement. Non, j'allais dire que nous, malheureusement, on n'a pas récolté cette information dans notre enquête. On a juste des retours de pharmaciens, c'est qualitatif, hein, par téléphone, parce qu'on a quelqu'un qui est dédié vraiment à ça chez nous. Donc, il a les pharmaciens tous les jours au téléphone sur ces sujets. Et pour les pharmaciens qui sont vraiment mis dans les bilans partagés de médication, donc quand je dis vraiment mis, il y a certaines pharmacies qui ont recruté, par exemple, un pharmacien pour faire que ça, des nouvelles missions. Pour le coup, eux, ils ont des milliers de patients inscrits sur la plateforme. Et ce qu'ils nous disent, oui, en effet, c'est que ça permet de fidéliser ces patients et ça leur permet aussi de faire des ventes associées parce qu'ils détectent des choses chez le patient qu'ils n'auraient pas détectées sans faire ces bilans partagés de médication. Mais c'est que des informations qualitatives. Malheureusement, on n'a pas de... Après, il y a quand même des études, pas en France pour le coup, je posais la question, mais des études, notamment dans les pays anglo-saxons, qui montre que le fait de mener des entretiens ou de s'intéresser plus précisément aux patients, même si pas rémunéré, dans certains pays, ce n'est pas forcément rémunéré au départ, fait quand même gagner à l'officine en termes de rémunération par cette fidélisation. Et en France, je pense qu'on manque de données là-dessus. Ça pourrait peut-être motiver des pharmaciens pour les encourager à développer ces nouvelles missions, en dehors de changer aussi, de faire évoluer l'image de la pharmacie. Arthur, je ne sais pas si tu as des éléments. À titre personnel, c'est l'argument que j'avais utilisé pour débuter les bilans partagés de médication, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre un peu dans l'intimité du patient quand on réalise ces nouvelles missions, que ce soit les entretiens, mais même la vaccination, parce que ça nous permet déjà d'être dans une zone de confidentialité, de pouvoir échanger plus librement et de partir, en fait, de s'abstraire de l'ordonnance sur laquelle on se concentre sur la pathologie, malheureusement, et pas assez sur le patient. Et effectivement, moi, quand je réalise des bilans partagés de médication avec mes patients, ils ont pour habitude d'essayer de revenir me voir par la suite pour refaire des points peut-être informels par rapport à ce qu'on s'était dit, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, etc. Donc, je pense que c'est une véritable plus-value,
revenus, bien évidemment pour le patient pour son suivi, mais également indirectement pour l'officine parce qu'on fidélise un patient. Et effectivement, quand le patient, on instaure cette relation de confiance, il peut nous suivre sur des conseils associés qui peuvent être un petit peu plus chers que d'autres conseils lambda parce que le patient n'y croit pas ou ne voit pas l'intérêt, etc. Et moi, j'ai pu le montrer avec Pharmacovax où on avait 90% des patients qui s'étaient fait vacciner par la COVID, contre la COVID dans la même officine que contre la grippe. Et ça, moyennant les difficultés d'approvisionnement des vaccins. Ok, mais merci beaucoup à tous les trois. Malheureusement, le temps nous est compté et il faut qu'on laisse la place pour la prochaine session qui va se préparer. Je pense qu'on retiendra de ces trois présentations qui étaient, à mon sens, très intéressantes et des travaux passionnants, que la communication, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Il faut faire savoir ce que l'on fait, tout ce que l'on fait bien. Il y a assez de médias pour critiquer et donc il est important de communiquer sur tout ce que les pharmaciens apportent. On a vu que les campagnes diverses, les nouvelles missions permettent d'améliorer l'image, mais encore faut-il le faire savoir. Et puis, si Ezanne nous a dit que la perception des Français qui ne veulent pas de pharmaciens commerçants et plus professionnels de santé, malgré tout, une juste rémunération est importante pour ces nouvelles missions si on veut qu'elles prennent de l'essor. Merci à tous les trois. Je propose qu'on passe au vote désormais du public qui est connecté. Et donc, vous pouvez voir une fenêtre qui s'affiche. Vous allez donc pouvoir voter parmi les trois présentations. Vous avez les titres qui sont affichés. Donc, bilan de médication, c'était Gersand. Pharmacovax, c'était Arthur qui a présenté. Et l'analyse de la perception des pharmaciens officinaux, c'était Ezanne qui a présenté ce travail. Et donc, on va attendre les résultats et je vous rappelle que donc le gagnant va, outre remporter donc 1 an d'abonnement à la revue Actualité pharmaceutique, pourra également publier ses travaux dans la revue, en plus d'autres publications éventuelles, puisque je sais que Gersand a déjà publié son travail dans une revue internationale, que Arthur est en train de le faire, a priori, et Zan, je ne sais pas, mais peut-être que s'il refait une étude en 2021 pour voir l'évolution, ça ferait aussi un bel article qui pourrait aussi être publié. Et donc, j'attends le résultat. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant de discuter avec vous. On espère avoir fait un peu avancer le débat. On va faire le monde de la pharmacie. Bouger les choses. Exactement. Ouais, le plaisir a été partagé. Alors, attendez, je vais essayer de récupérer les résultats pour être sûr que je ne fasse pas d'erreur quand même. Là. Parce qu'on a un numéro, mais je voudrais être sûr. Et donc, le grand gagnant, c'est Ezanne du CH de Mayotte. Donc, grand bravo à vous pour avoir remporté ce prix de communication de la SFSPO 2021. Donc, on va rester Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, mais vous auriez aimé les deux autres. Ah, on m'entend plus. Si, Elisa vous entend. Si. Ah, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Non, je vous disais merci et puis je félicitais quand même les deux autres présentations qui, je pense, étaient tout aussi intéressantes que la mienne. Donc, bravo à nous tous. Merci, bravo. Merci à tous les trois. Merci, un grand bravo. Ouais, bravo, vous méritez tous les trois de gagner. Il n'y avait qu'un prix malheureusement. Peut-être qu'on fera mieux l'an prochain pour faire un podium, mais vous aurez été tous les trois sur le podium dans tous les cas ce soir. Donc, un grand merci à vous, un grand merci aux personnes qui ont assisté à cette session que vous pourrez évidemment retrouver en replay sur la plateforme de Spot Pharma numéro 5. Très bonne fin de soirée, fin de journée, et puis restez connectés, bien sûr, puisqu'il y a une session qui arrive dans quelques minutes à 20h30. 20h30. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.